parler. Bonjour à tous. Manifestement, le micro fonctionne, j'ai l'impression. Le cadre qui nous accueille est assez magnifique, donc nous sommes ravis d'être ensemble. Le thème du jour, pour ceux qui l'ignoreraient, je le rappelle, comment favoriser une relance partagée et réinventer un capitalisme plus équitable et plus inclusif. On va parler de ça pendant 1h30 avec une séance entre nous qui se structure en 3 temps. Le premier, c'est moi qui l'anime, c'est moi qui pose les questions à nos 4 intervenants du jour, que je vais vous présenter tout de suite avec beaucoup de plaisir. Le deuxième temps, c'est un temps qui est dédié à ceux qu'on appelle des panélistes. Donc un panel, 3 personnes. Bonjour à tous les 3, ils sont au premier rang et c'est eux qui, dans la deuxième partie du débat, poseront des questions à nos invités. Et puis le troisième temps, c'est toute la salle qui, ayant accumulé énormément de questions à poser, pourra soumettre les intervenants à leurs questionnements. Voilà. Juste en ouverture, j'étais censé vous rappeler les gestes barrières, car il y a une 5e vague, apparemment tout le monde est d'accord, et donc il faut respecter les gestes barrières. Nous avons, nous, tombé les masques, mais donc il faut que tout le monde les garde quelques distances. Voilà. En tout état de cause, malgré la 5e vague, on a réussi à maintenir cette édition des rencontres capitales. On remercie donc tous les partenaires qui ont permis qu'on puisse se réunir pour ce week-end. Et on remercie évidemment tous les intervenants qui sont ici pour cette session. Je rappelle que nos agapes sont retransmises en streaming, rencontrecapital.com, pour tous ceux qui ne peuvent pas être physiquement présents avec nous. Voilà pour le mot d'introduction. Donc nos 4 intervenants du jour, désolé, on a un plateau qui n'est pas totalement paritaire, mais donc du coup je commence par Geneviève Ferronne. Tout à fait ravi de vous accueillir, Geneviève Ferronne. Vous êtes une pionnière de ce qu'on appelle la notification sociale et environnementale. J'ai dit quoi ? Pardonnez-moi, c'est vendredi après-midi. Donc la notation sociale et environnementale, en ayant créé en 1997 un cabinet nommé ARES, qui est ensuite devenu Vigéo, et qu'on connaît bien. Mais vous avez une expérience très large de la RSE, vous l'avez pratiquée dans le monde de l'entreprise, en particulier dans les groupes Eiffage et Veolia. Vous êtes vice-présidente de la FNH, qu'on appelait avant la Fondation Nicolas Hulot, et maintenant pour la nature et pour l'homme. Vous êtes très investi dans les questions d'entreprise à mission, vous nous en parlerez aussi, et vous avez créé aujourd'hui votre propre société de conseil. Vous conseillez des entreprises vous les aidez à être plus vertueuses. Vous avez publié beaucoup de livres, en particulier chez Stock. Le dernier s'appelle « Le crépuscule fossile », c'est bien ça ? Voilà, merci Geneviève d'être avec nous. Jacques Brulé à ma gauche, vous êtes président de l'Académie d'agriculture, vous êtes vétérinaire de formation et vous avez une expérience professionnelle assez large qui fait que vous connaissez bien la France mais que vous connaissez aussi beaucoup l'étranger. C'est bien, vous nous en parlerez. Et vous connaissez et le monde de l'entreprise et le monde de la haute fonction publique. Donc ça nous intéresse aussi. Vous connaissez l'agriculture en général et la pêche en particulier. Donc ça nous intéressera de savoir ce que c'est qu'une agriculture elle-même plus équitable et plus inclusive. Denis Thérien, merci aussi d'être avec nous. Vous avez 2 casquettes qui justifient que vous soyez à notre table ronde aujourd'hui. Vous êtes président de l'Institut français des administrateurs. Et donc, à ce titre, ça nous intéresse évidemment d'avoir votre point de vue sur les évolutions du capitalisme. Et vous dirigez par ailleurs la filiale Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, si je ne dis pas de bêtises, du groupe Salesforce. Voilà. Vous nous en direz aussi un peu plus sur la façon dont votre entreprise, à vous, s'efforce d'être plus équitable et plus inclusive. Et puis, je termine par Jean-Claude Mailly, qu'on ne présente pas forcément. En tout cas, on se souvient que vous avez pendant 15 ans, de 2004 à 2018, je crois, été secrétaire général du syndicat Force ouvrière. Et vous êtes, après cette longue carrière de syndicaliste, passé du côté du monde de l'entreprise, si je comprends bien, puisque aujourd'hui, vous avez fondé votre propre société de conseil et vous collaborez notamment avec le cabinet Alixio. J'ai tout bon ? Super. Je vous fais juste 2 minutes d'introduction, parce qu'on m'a demandé d'introduire le débat du jour. Donc, discuter et réfléchir autour de ce qu'est un capitalisme plus équitable et plus inclusif. Donc, on va voir si on peut parler de capitalisme inclusif de façon plus consensuelle que d'écriture inclusive. On a vu il y a 2 jours que l'arrivée d'un pronom neutre pouvait nous mettre totalement en transe. Donc on va voir si le capitalisme est en fait aujourd'hui un sujet de débat plus consensuel que cela. En tout état de cause, évidemment, on parle dans un contexte où on est tous masqués. Et donc une crise sanitaire est venue percuter notre organisation économique et sociale. On s'est rendu compte il y a 1 an qu'on pouvait d'un coup mettre l'économie sous cloche et dire la santé humaine, la vie humaine passe avant toute autre considération. Pendant longtemps, on a eu un slogan anticapitaliste qui disait « nos vies valent plus que leurs profits ». Eh bien, on l'a fait en réalité. On a arrêté
de fonctionner, et on s'est tous protégés. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans le fond? Ça, on va le voir. En tout état de cause, on a compris ou on s'est posé la question à cette occasion, de l'utilité de ce qu'on faisait, de l'utilité de certains secteurs d'activité, de l'utilité de certaines entreprises, de l'utilité de certaines fonctions dans l'entreprise, car quand on a dû tout arrêter, on a fait le tri entre ce qui était absolument indispensable, absolument vital, et ce qui l'était moins. Et ça, déjà, c'est une remise en cause assez considérable. Voilà. Donc on a fait ce grand travail et on a observé à cette occasion que les fonctions les plus essentielles dans la société, bien souvent, elles étaient assurées par ceux qui bénéficiaient de la plus petite reconnaissance matérielle et symbolique. Cette société du back-office ou cette société dite invisible qui travaille dans les soutes et qu'on oublie bien souvent. Et que le président de la République nous a appelés à ne pas oublier une fois qu'on relancerait l'économie, ou plus exactement une fois qu'on ne relancerait pas l'économie, mais qu'on irait vers un nouveau modèle économique avec une transition numérique et une transition environnementale à opérer, précisément pour rendre le capitalisme plus vertueux. Voilà. Et renouer, pas renouer, mais aller vers un autre possible. Donc c'est sur cet autre possible que je vais questionner nos intervenants. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par Geneviève. Encore une fois, puisque le plateau n'est pas paritaire, ça n'est pas illogique que je commence par vous. Donc vous avez une expérience très intéressante précisément pour avoir été une pionnière de la notation sociale et environnementale. Vous avez commencé à faire ça il y a 25 ans. Avec 25 ans de recul, on a progressé, on a régressé, on a des raisons d'être optimiste, ou on a au contraire tout intérêt à être alarmiste, comme manifestement on doit l'être à l'issue d'une COP26 dont l'organisateur lui-même, le président lui-même, l'a terminé en larmes. Bon, et tout ça en très peu de temps, bien sûr. Alors, oui. Oui, d'accord. Oui, n'hésitez pas, hein, surtout. Alors, il y a 25 ans, ça fait 97, c'était un sujet très confidentiel, mais néanmoins, j'ai fait mes classes moi aux États-Unis. Ça va peut-être paraître contre-intuitif, mais ce sujet de la notation extra-financière sociale, environnementale et gouvernance, ces fameux critères ESG, donc environnement, social, gouvernance. Moi, j'ai fait mes gammes aux États-Unis au contact d'un grand fonds de pension public américain qui s'appelait CalPERS et qui commençait déjà à introduire ces éléments d'appréciation de risque dans ces méthodes d'allocation d'actifs. Enfin, en gros, c'est de dire, si j'investis dans telle ou telle entreprise, je vais quand même aussi regarder si c'est pas une poubelle environnementale ou une bombe à retardement social. Et ce qui était très intéressant, c'était qu'ils ne le faisaient pas pour des questions, on va dire, de militantes ou idéologie. Ils le faisaient parce qu'ils avaient en charge la retraite, et là c'est très intéressant, ils avaient en charge la retraite de personnes qui avaient travaillé toute leur vie pour l'intérêt général, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État de Californie, et c'était leur responsabilité de leur servir une rente, hein, parce que ces personnes avaient donné un quart de leur salaire pendant toute une vie. Et donc ils étaient entre deux pôles de responsabilité, qui étaient une responsabilité éthique de ne pas mettre l'argent n'importe où, parce que c'était l'argent de personnes qui avaient travaillé pour l'intérêt général, donc il y avait des valeurs, et ils avaient la responsabilité de faire en sorte que cet argent soit bien placé. Et finalement, c'est ça, le capitalisme responsable, ça serait cette idée d'investir en conscience et de ne pas uniquement être dans des horizons de court terme et uniquement sur des appréciations financières du risque et de la performance. Alors moi j'ai appris, c'était très confidentiel, je suis revenue en France pour créer cette agence en 97, alors c'était comme, comment vous dire, les données, les data, c'est le cœur de la guerre, hein, le cœur du réacteur. Les informations extra-financières n'existaient absolument pas, mais vraiment pas. De temps en temps, on avait un bilan social accessible, un rapport environnemental. C'était quelque chose d'assez. Donc, il a fallu que je me mobilise énormément et avec d'autres, on s'est mobilisé pour la loi NRE 2001. Voilà, qui organisait les premières formes de reporting, parce qu'on n'avait pas de carburant pour faire tourner nos modèles. Donc, ça revenait à vendre quelque chose qui n'existait pas à des gens qui demandaient rien. Donc c'était mieux comme idée quand même. Et ces gens qui ne demandaient rien, c'était les investisseurs. Ils ne demandaient rien puisque ces données n'existaient pas. Mais c'était le bon moment parce que après le sommet de la Terre de Rio 92, protocole de Kyoto signé en 97, et on sentait que ces questions-là allaient devenir des questions absolument fondamentales et essentielles. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est ? Je vais répondre à votre question. On en est quand même encore au temps de la préhistoire.
Mais on va rentrer dans l'histoire, peut-être, je l'espère. J'espère que ces sujets vont rentrer dans l'histoire. Et c'est urgent, mais on apprécie la valeur, la création de valeur de façon toujours aussi étroite, toujours de cette façon très encore court-termiste. Mais au fond, ce qui a changé, c'est que maintenant, tous les acteurs sont conscients que les outils de navigation sont obsolètes. Je dirais que le côté positif maintenant, c'est que vraiment, il faut qu'on réinitialise. Il faut qu'on réinitialise nos modèles économiques, nos modèles de gouvernance et surtout nos modèles comptables. Et c'est surtout là que vont se livrer des batailles assez féroces parce que l'allocation, les futures allocations de ressources, d'investissement vont être fléchées clairement par rapport à ce qu'on appelle des classifications qui vont nous dire ce qui est responsable, ce qui est vert, ce qui l'est moins. Et là, il y a des enjeux de souveraineté monstrueux. Denis Thérien, est-ce que je peux me permettre de vous suggérer de rebondir sur ce que vient de dire Geneviève? Est-ce qu'on passe de la préhistoire à l'histoire enfin? Vous aussi qui avez une grosse expérience du monde de l'entreprise, dans des régions du monde très différentes, est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance vers quelque chose de vertueux ou qu'on est dans quelque chose d'un peu cosmétique? Dites-nous tout. Alors je suis un optimiste par nature et je crois que cette conscience de l'environnement et du sociétal existe dans énormément d'entreprises déjà, avant même de l'avoir mesuré. Quand on va, j'ai travaillé pendant 7 ans à Lille, j'ai des dirigeants d'une société là-bas avec plus de 15 000 personnes. Quand on est si près de son territoire, on fait attention à l'impact sociétal que l'on a sur son territoire. Donc le changement qu'il y a aujourd'hui, comme on disait, c'est qu'on essaie de le mesurer. Et on essaye aussi, pour les sociétés qui sont plus détachés de leur territoire, quand on est dans une grosse société où on a un siège social à la Défense et que les 100 000 ou 200 000 employés sont soit dans le fin fond de l'Auvergne ou à Bristol en Angleterre ou dans un endroit en Grèce, alors on a moins de liens par rapport à son territoire et c'est là où on essaie de se relier. Alors, la cause que je défends, c'est au sein de l'Institut français des administrateurs où on défend cette cause pour la gouvernance. Et pourquoi? Parce que j'ai été dirigeant, je suis encore dirigeant depuis 30 ans, et je suis membre de conseil d'administration depuis 20 ans. Et l'expérience que j'ai, c'est que quand on a une société qui est dirigée avec une vision très forte, des valeurs partagées, et les femmes et les hommes qui la dirigent arrivent à emmener des personnes vers un projet commun. Et ce projet commun, comme on disait, qui est là pour créer de la valeur plus large que juste la valeur financière, ces sociétés très très souvent réussissent. Et ce qui articule tout ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est non seulement la relation qu'il y a entre le conseil d'administration, le DG et le reste du corps social, mais c'est aussi, et c'est ça sur lequel on travaille, comment le conseil d'administration, qui finalement pilote cette gouvernance, dirige. Et ce conseil d'administration a 4 fonctions. Le premier, c'est de choisir le ou la dirigeante, et deuxièmement, définir comment elle va être payée. Donc c'est là où il y a tout un tas de critères qu'il faut. Deuxièmement, valider une stratégie, et cette stratégie, c'est comment, quelle projection je me mets? Est-ce que je veux créer de la valeur pour l'ensemble de mes parties prenantes d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou seulement 1 ou 2 ans pour mon actionnaire financier? C'est différent. Troisièmement, valider un budget. Après, mesurer les risques financiers. Et enfin, communiquer cette valeur financière. Et cette gouvernance qui était assez discrète il y a encore 20 ans, hein, je suis sûr qu'il y a peu de gens ici qui faisaient attention à ce mot même gouvernance, est devenu absolument essentiel. Et ce que l'on peut voir, c'est que les sociétés qui ont une bonne gouvernance, c'est devenu maintenant un actif de l'entreprise, de même que la marque. Jean-Claude Mailly, est-ce que vous avez vous-même, effectivement, dans les fonctions qui ont été longtemps les vôtres, observé des évolutions en matière de gouvernance qui justifient que vous partagiez l'optimisme de Denis Thérien? Est-ce que vous avez vu ce mouvement, en particulier en faveur de la raison d'être des entreprises, faire évoluer les choses en 25 ans? Je suis moi aussi optimiste, mais par définition, je considère que quand on milite, on est optimiste. Sinon, on fait autre chose, quoi. Donc, par définition, je suis optimiste. Moi, je considère que oui, je ne sais pas si on passe de la préhistoire à l'histoire, mais en tous les cas, il y a une évolution.
Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cette évolution, nonobstant ceux qui, depuis des années, comme Geneviève, font le travail. Mais il y a aussi, même avant la pandémie, un changement d'orientation économique. On était en train de, sur le plan des politiques économiques, de considérer que la période des années 80, celle de l'école de Chicago, de Milton Friedman, qui donnait la priorité à la rémunération des actionnaires, il y avait des inconvénients. Et on était en train de redécouvrir d'une certaine manière Keynes, même avant la pandémie. D'une certaine manière, la pandémie montre que le keynésianisme a du bon, quand on voit l'intervention des États un peu partout dans le monde. Donc, il y a déjà ce changement qui était à l'œuvre. Il y a des événements qui ont marqué également. Moi, un des événements qui a beaucoup marqué, c'est la catastrophe du Rasaplana, il y a une dizaine d'années au Bangladesh, où il y a eu plus de 1000 salariés qui sont morts dans leur usine avait brûlé. Ça fait comme un électrochoc, y compris dans le secteur du textile et de la mode, à un moment donné. Certaines entreprises ont réagi à partir de là, dans ce secteur-là. Moi, j'en connais qui ont effectivement beaucoup avancé dans ce secteur. Et d'une certaine manière, la crise sanitaire joue un peu comme un accélérateur sur certains points. Dernier élément, la pression est de plus en plus forte, y compris du consommateur, via les réseaux sociaux. Et moi, je fais partie de ceux qui sont persuadés que si demain... Alors, c'est une tendance lourde, je dirais. Si demain, les entreprises ne tiennent pas compte d'une manière très correcte de régler et d'appréhender les questions d'ESG, elles en souffriront économiquement et financièrement. J'en suis convaincu. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place, à la fois dans la gestion des entreprises, la gouvernance. Par contre, ce serait bien, par exemple, si demain, les dirigeants n'étaient plus uniquement notés sur leurs résultats financiers, mais aussi sur leurs résultats extra-financiers. On n'en est pas là. Mais ce serait un élément important. Donc, les choses sont en train d'évoluer, y compris du côté de la finance, puisque vous avez aujourd'hui de plus en plus des investissements à impact. Ça veut dire qu'on investit, par exemple, dans une entreprise, mais on veut mesurer concrètement, que ce soit sur l'environnement ou le social, les résultats de l'investissement. Donc, c'est une tendance lourde qui est en train de se développer et je pense que cette tendance est inéluctable. Jacques Brulé, je veux bien aussi votre réaction là-dessus. Je vais vous interroger ensuite sur l'agriculture, puisque c'est votre sujet de prédilection. Mais est-ce que vous-même, dans les fonctions que vous avez occupées, vous avez observé une évolution qui vous semble aller dans le bon sens? Merci, je crois que vous avez invité un panel d'optimistes, je fais partie absolument, mais non, je voulais dire peut-être 3 remarques complémentaires, parce que je suis d'accord avec mes collègues. Le premier, c'est que d'abord, j'ai travaillé dans le secteur de la pêche. Et dans la pêche, il y a 30-40 ans, on était open bar, on pêchait tout ce qu'on voulait, comme on voulait, absolument. Et depuis maintenant de nombreuses années, on s'est rendu compte que tout ça, c'était dangereux, et que pour sécuriser nos approvisionnements, il fallait absolument qu'on ait une pêche durable. Et donc ce travail de durabilité, de surveillance des stocks a été très approfondi, très détaillé. Vous avez tous dans vos armoires des conserves de thon. J'en suis un gros producteur. Donc forcément, pour pêcher du thon tropical, si on n'a pas de ressources à long terme, on n'existe pas. Donc cette notion de durabilité est très prégnante dans le secteur de la pêche. Dans le domaine agroalimentaire en général, je disais, c'est ce que disait le collègue, c'est l'importance du consommateur. Je pense que le consommateur a un rôle majeur dans ce qui se passe. Alors je parle tout du secteur alimentaire, mais le consommateur de plus en plus impose ses demandes. Et donc les sociétés qui produisent des produits agroalimentaires sont obligées de faire attention à tout cela. Et c'est vraiment très important. On parlait tout à l'heure de la fonction de tenir de plus en plus compte de toutes ces notions dans les comptabilités. La semaine prochaine, dans mon académie, nous avons une séance hebdomadaire sur la comptabilité verte. Comment, en agriculture, on va comptabiliser toutes ces mesures qui sont prises, et c'est fait de façon extrêmement sérieuse et de façon internationale. Donc je suis persuadé, comme le reste du panel, qu'effectivement, il y a des raisons d'être optimiste et qu'effectivement, la crise a mis les choses un peu en exergue, mais qu'on ira au bout des choses et que c'est important. Merci. Alors, je veux bien partager votre optimisme, et pour vous être agréable, et parce qu'on est vendredi après-midi, parce que ça fait du bien d'être optimiste. Néanmoins, on observe, on peut regarder les choses un peu dans tous les sens, mais on observe quand même que les inégalités continuent de s'accroître à l'échelle mondiale et même dans la plupart des sociétés développées aujourd'hui. Et on a tous compris par ailleurs que notre système, au plan environnemental, nous conduisait dans le mur. Donc, n'y a-t-il pas un hiatus entre l'optimisme que vous affichez, et effectivement, étant dans le monde de l'entreprise, j'imagine que vous voyez toutes les mutations qui s'opèrent, mais on a le sentiment, si on prend un point de vue plus global, que ces mutations, même si elles sont réelles, même si elles sont profondes, même si elles viennent contrecarrer des décennies et même des siècles
de développement et de culture industrielle sont aujourd'hui insuffisants. Alors, je vous pose une question qui n'était pas tout à fait prévue, mais qui est un peu piège. Il y a un dirigeant d'entreprise, il y a 2 ans, a publié un livre dont le titre évocateur est « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas ?» dépassant l'idée que l'entreprise a une responsabilité sociale et environnementale. La RSE, c'est super, mais c'était le monde d'avant. Et qu'aujourd'hui, au-delà même de l'impact négatif qu'on a vocation à minimiser, les entreprises ont à contribuer avec un impact positif et à définir une raison d'être qui puisse être mise au service d'un projet de société supérieur. Est-ce que vous pensez, tous les 4, et je vous laisse répondre dans le désordre, en fonction de vos appétences, est-ce que vous pensez qu'on peut même dire qu'aujourd'hui l'entreprise a quasiment une responsabilité politique aux côtés des pouvoirs publics ? Je ne sais pas si j'irai jusqu'à la responsabilité politique, mais une responsabilité sociétale, oui. Il y a une étude qui est parue en France il y a 2-3 ans et qui demandait aux Français dans quelle institution avez-vous confiance. Le numéro 1 à 80%, c'était les pompiers. Le numéro 1 ex aequo à 80% était l'entreprise, l'ETI et la PME. L'entreprise et la PME. En bas de la liste, il y avait les politiques, les grandes sociétés et les syndicats. Et au milieu, il y avait les médecins, l'école et autres. Une autre étude aussi montre que quand on dit aux Français « est-ce que vous aimez l'entreprise ?» X%, 60-70% disent « ah, j'aime pas l'entreprise ». En revanche, la mienne, j'adore mon patron. Et 90% des gens disent « j'adore mon patron ». Donc, il y a là-dessus une confiance qui se passe en l'entreprise et qui répond à l'évolution de la société. Si jamais on se place il y a 50 ans, on demandait de l'ordre à l'État, du sens à la religion et du social à la famille. L'État est un petit peu challengé aujourd'hui, et d'ailleurs a plus d'argent. La religion, il y a plus que 10 à 15% des personnes qui sont en religion, même s'ils peuvent avoir une spiritualité, et la famille, un couple sur 2 divorce. Quelle est l'institution qui reste encore? C'est l'entreprise. Et donc, les hommes et les femmes qui travaillent vont dans l'entreprise et leur demandent du sens, de la sociabilité et un petit peu d'ordre. Et donc là, il y a 2 choix. Soit le dirigeant d'entreprise dit « ce n'est pas ce que je vais faire », mais donc il ne répond pas à ce que ses employés lui demandent, et finalement les consommateurs et le reste de la société, ou sinon il y va. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement vers l'ESG des entreprises. On en demande plus aux entreprises, et c'est bien. En revanche, la limite, et on l'a bien vu par exemple sur la protection des données, quand certaines personnes comme Mark Zuckerberg a dit « je décide que votre donnée personnelle ne vous appartient plus ». Je décide. Pourquoi? Parce que c'est des bons pour lui, pour son entreprise. Heureusement qu'en Europe, il y a des femmes et des hommes politiques qui ont fait passer la loi RGPD qui dit non. Donc oui, beaucoup plus de demandes vis-à-vis de l'entreprise, d'où l'ESG. En revanche, ceci doit être quand même contrôlé par le monde politique. Geneviève Ferron. Alors peut-être une toute petite nuance. D'abord, je dirais qu'il est trop tard pour être pessimiste. Oui, la nuance. Hein. C'est pas exactement comme être optimiste. C'est-à-dire que bon, maintenant, il faut y aller, quoi. Donc, on n'a plus le choix. Donc, on y va. Voilà. Alors, pour nuancer les propos de Denis, il y a politique et politique. Effectivement, l'entreprise, c'est un acteur de la cité maintenant. On n'imagine pas qu'il y ait des entreprises. Alors, quoique, une entreprise comme Facebook fait clairement sécession. C'est des entreprises qui sont hors sol. Enfin, les GAFA, en général, sont des entreprises qui sont hors sol au point qu'elles s'affranchissent justement de toutes les lois politiques. Elles sont dans une situation où même, je pense que Facebook va bientôt battre monnaie. Enfin, on aura tous les attributs d'une souveraineté virtuelle. C'est assez frappant. Donc là, on voit bien qu'on a un acteur politique de facto, en plus qui a un contrôle absolu sur nos vies, sur nos données, sur nos temps de cervelle disponibles. Et donc on voit bien que l'entreprise, oui, elle est dans une arène politique de la façon dont elle choisit de se situer, soit en toute puissance, soit parce que tout simplement elle a un impact sur la vie de millions de personnes ou des milliers de personnes dans son bassin d'emploi. Donc pour moi, l'entreprise a un rôle politique dans le sens c'est un acteur de la cité. Elle ne peut absolument pas, on ne peut pas y dire bon mais ça, il y a une ligne de partage des eaux, ça serait vraiment une ligne Maginot, ça c'est l'État, ça c'est l'entreprise. C'est vrai qu'en France, on a une tendance à concevoir l'État dans une forme de verticalité. Et pour moi, il y a plus de porosité. Pour autant,
la raison d'être, et je réponds à votre question, la raison d'être donne un élément très intéressant qui n'existait peut-être pas avant, c'est qu'avant l'ESG, maintenant l'ESG, c'est, et on s'est battu au moins pour que ce soit ça, c'est je continue mon modèle économique, je suis pas certain que le modèle économique soit vraiment très utile, mais la question d'utilité, c'est une question éminemment politique, économique, philosophique, éthique, politique. Mais je toilette un peu, je fais attention. Je fais en sorte que les externalités sociales, environnementales, je les gère. J'évite de trop polluer, voilà, de bien traiter mes collaborateurs. Mais la question de la raison d'être, c'est le choix que fait l'entreprise en conscience au sein de son conseil d'administration, et ça, c'est un acte politique, de dire voilà à quoi moi je vais contribuer de façon à apporter une solution à ce sujet. Et je vais aligner tous les process de l'entreprise dans un cadre de cohérence stratégique où je vais être évalué sur ce que j'apporte au monde et je vais être évalué sur le plan financier et extra-financier. Et ça, c'est très intéressant parce que la raison d'être devient une nouvelle norme de gestion. Et on peut imaginer que si les actionnaires et si les administrateurs qui n'étaient pas toujours au fait des questions de RSE et de ESG s'emparent de ce sujet, ça va vraiment donner du jus. Et ça, c'est plutôt une source d'optimisme. Jean-Claude Mailly, est-ce que la raison d'être des entreprises rejoint ce qu'a pu être une raison d'être de syndicalistes? Enfin, je voudrais. Oui, non, mais ok, mais je voudrais. Vous citiez tout à l'heure l'augmentation des inégalités, qui est une réalité. Mais je voudrais rappeler qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme est un système économique. Ce n'est pas un régime politique. Le capitalisme peut très bien s'adapter d'un régime démocratique ou d'un régime autoritaire. L'économie chinoise est une économie capitaliste. Pourtant, la Chine n'est pas une démocratie. Donc, il faut bien distinguer les choses. Et ça prouve aussi que les démocraties peuvent être mortelles. Premier élément. Deuxième élément, et qu'un système comme le système capitaliste, je ne vais pas faire référence aux anciens, mais peut périr de ses contradictions s'il n'arrive pas à les gérer. Et les contradictions, il y en a de manière permanente. Alors, est-ce que l'entreprise a un rôle politique? Oui, comme Geneviève le dit, à partir du moment où l'entreprise se soucie, par exemple, de l'environnement dans lequel elle est, etc., ok, ça ne me pose pas de problème. Par contre, pour moi, il n'appartient pas à l'entreprise de gérer l'intérêt général. Ça relève du politique, dans un régime démocratique. Je fais la distinction, c'est pas... vous citiez Google ou un autre, c'est pareil, c'est pas eux qui vont diriger le monde. Enfin, en tous les cas, c'est pas souhaitable. Bon. Donc, il faut faire cette distinction. Maintenant, ça veut peut-être dire aussi que les politiques, d'une manière générale, devraient peut-être réfléchir à leur propre raison d'être. Les entreprises le font, il serait peut-être pas mal de temps en temps que les politiques le fassent. Par exemple, si je prends le cas de notre pays, est-ce que la raison d'être, ça pourrait, par exemple, ne pas être comment respecter au mieux notre Constitution et le triptyque républicain, par exemple. Ça pourrait être une raison d'être. Un petit mot complémentaire, parce que le temps passe vraiment vite. Donc, je voulais simplement conforter ce qui vient d'être dit sur le fait que c'était le titre de ce débat, c'était le capitalisme. Le capitalisme, comme l'a dit Jean-Claude, c'est un système qui a des valeurs importantes, c'est pour moi l'innovation. Et l'innovation, c'est porté par les entreprises. Et tout ça, c'est le progrès quelque part. Donc, s'il n'y a pas d'entreprise dynamique, il n'y aura pas d'innovation. Et je pense que c'est important de le rappeler. Deuxièmement, je voudrais dire quand même que ce capitalisme, tout ce qu'on dit autour de cette table, dans cet magnifique endroit, c'est très différent de perspective que si on est en Afrique noire, si on est au Moyen-Orient ou si on est en Extrême-Orient. Ça n'a rien à voir. Donc c'est quand même quelque chose assez occidental. Et lorsqu'on regarde, on a ce discours avec les Africains, je peux vous dire qu'ils, soit ils ne comprennent pas, soit ils ne veulent pas comprendre. Mais pour eux, les questions sont posées de façon très différente. Donc ce n'est pas une priorité chez eux. Il faut le comprendre, même si en Afrique, par exemple, ils ont des raccourcis technologiques qui sont extraordinaires. Voilà, je vais laisser un peu de temps là. Est-ce que la séquence qu'on a traversée, précisément, de pandémie, de crise sanitaire mondiale, avec des réponses qui ont été les mêmes à peu près partout, alors on peut évidemment nuancer, mais finalement, pour la première fois de son histoire, l'humanité a vécu la même histoire. Elle a vécu la même histoire en même temps, et elle s'est racontée la même histoire, compte tenu de la mondialisation de l'information. C'est une première dans l'histoire mondiale. Même les guerres mondiales étaient en fait désynchronisées. Tout le monde ne vivait pas la même histoire. Est-ce que justement, compte tenu de ce qui s'est passé, tout le monde a vécu la même histoire et tout le monde a eu conscience de vivre la même histoire, on n'a pas pu progresser vers une sorte de conscience universelle et aller vers quelque chose qui ferait que à peu près tout le monde, en Afrique, en Asie et en Occident, on essaierait en fait de se doter des mêmes outils et d'apporter les mêmes réponses. Non, Mathieu, vous avez raison. Je pense que d'ailleurs que cette crise sanitaire est un prélude à une vraie mondialisation.
les dérèglements climatiques, tout le monde en a conscience maintenant. Les solutions sont difficiles à trouver, mais tout le monde a conscience que c'est absolument mondial. Que ce qu'on fait dans le Cotentin aura des conséquences à Singapour et inversement. Donc je crois que c'est effectivement une prise de conscience qui a été accélérée par cette pandémie. On n'est pas sorti, hein, c'est clair. Mais effectivement, les prises de conscience me paraissent très importantes. Je pense que mes collègues ont un peu le même avis. Là, très vite, c'est vrai, bon, nos vies, voilà, nos vies sont moins importantes que vos profits. Et même, oui, ben non, on a tout arrêté, effectivement. On a tout arrêté, mais on a tout arrêté parce que le principe de précaution, parce qu'on ne savait pas, on était confronté à l'inconnu. Et c'est vrai que d'une certaine façon, on a vécu cette pandémie qui était absolument impensée, impensable il y a même quelques années. Et peut-être qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour se dire, il y a d'autres combats qu'on va pouvoir mener et on va y arriver, notamment sur le changement climatique. On a réussi à arrêter l'économie et à rediriger, voilà, et de façon extrêmement ferme et à rediriger des flux économiques. Donc peut-être que pour le changement climatique, on arrivera, mais là, la COP26 et les larmes de la COP26 me laissent un petit peu perplexe. Mais au moins, on a cette mémoire collective, vous avez raison. Donc on a vécu la crise sanitaire, économique, sociale, et aujourd'hui, on vit la crise de leadership. COP26, c'est ça. C'est une crise de leadership au niveau mondial. Alors, la chose exceptionnelle chez l'humain, c'est que quand il y a un problème, généralement, l'humanité fait qu'elle arrive à s'autocorriger. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette crise de leadership. Et est-ce que tous les dirigeants de ce monde, qu'ils soient dans le milieu associatif, économique, politique, ont vraiment bien intégré tout ce qui se passait? Est-ce qu'ils ont la vision? Alors, je parlais tout à l'heure de vision. Est-ce qu'une vision du monde que l'on veut construire? Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'Europe a débloqué des centaines de milliards pour relancer l'économie. Quel type de monde on veut demain? Donc 50% de l'argent sera pour le vert, 50% de l'argent sera du digital. Ok, on est dans de la tuyauterie, j'aimerais dire là-dedans. Mais est-ce qu'on a défini le type de monde que l'on veut demain? Et ça, c'est vraiment, il appartient à ça aux leaders de définir le type de monde qu'il veut, de même qu'il appartient aux dirigeants d'entreprise de dire, par rapport à sa raison d'être, quel type d'entreprise il veut créer pour demain. Oui, rapidement, effectivement, on a été face à une pandémie mondiale, même si tout le monde n'est pas traité de la même manière. Hein, quand vous voyez par exemple la répartition des vaccins ou de la vaccination. Donc il y a les inégalités, là aussi, existent encore et de manière importante. Mais en même temps, ça re-questionne sur le monde des possibles. Enfin, je sais pas, moi, avant la pandémie, vous osiez dire que 3% de déficit budgétaire, je prends ce critère européen, c'est pas possible, faut pas le dépasser. Tout a volé en éclats. Hein, donc ça repositionne, y compris les politiques économiques possibles. C'est vrai chez nous, c'est vrai au niveau des banques centrales, etc. Les comportements ont été, heureusement, complètement modifiés. Donc ça devrait amener à réfléchir sur le monde des possibles. Il n'y a pas de pensée unique. J'ai encore plein de questions en magasin, mais je les garde pour un peu plus tard, pour ouvrir la deuxième séquence, si donc nos panélistes, comme on les appelle, sont prêts pour... je vous propose de poser peut-être 2 questions en bloc, les 2 premières, et puis ensuite nos intervenants les traiteront dans l'ordre, dans le désordre, selon leur désir. Ok, très bien. Eh bien, merci déjà pour ces échanges. Donc moi, je m'appelle Colline Serra, je suis consultante indépendante et en ce moment secrétaire générale de la Primaire Populaire, qui est une initiative qui cherche à faire émerger une candidature de rassemblement gagnante en 2022 pour l'écologie et la justice sociale notamment. Et je crois que le premier constat que je fais de vos échanges, c'est qu'on est, je pense, beaucoup moins optimiste que vous. Ou alors on est optimiste, on a l'optimisme de la volonté mais le pessimisme de la raison, comme le rappelait Geneviève Ferron, la COP26 n'a pas été une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans un livre d'économie d'Éloi Laurent, Jean Jouzel, qui est prix Nobel français, écrivait que si on veut vraiment répondre à l'urgence climatique, il faut sortir de la croissance telle qu'on la connaît, notamment sortir d'une croissance qui est aujourd'hui nourrie à 80% par les énergies fossiles. Et j'aimerais bien savoir, du coup, le titre de notre débat, c'était comment favoriser une relance partagée, inclusive, etc. Est-ce qu'il faut, dans ces conditions, on a vraiment envie de relancer ? Relance ou transition ? Les deux.
Les deux. Enfin, moi tout le monde est conscient que les problèmes environnementaux sont des problèmes essentiels. Qui, à titre personnel, je n'engage que moi, bien entendu. Ça devrait concerner tout le monde, pas obligatoirement des partis dits écologistes pour moi, quoi. Voilà, c'est une préoccupation de tout le monde. Maintenant, on est effectivement, et il y a une nécessité de la transition par rapport aux énergies fossiles, etc. Maintenant, il faut le faire aussi de manière calculée, selon moi, raisonnable. Je vais prendre un exemple. Passer de la voiture thermique, moteur thermique, voiture électrique, ok. Sauf que pour avoir des voitures électriques, il faut énormément d'électricité, qu'on ne pourra pas le faire sans le nucléaire. Donc on peut avoir le débat sur le nucléaire ensuite. Comment on traite les batteries ensuite? C'est pas réglé, c'est du problème. Voiture à l'hydrogène, ok, très bien, mais pour faire de l'hydrogène, il faut énormément d'électricité. Donc, quid des dizaines de milliers de salariés qui sont aujourd'hui dans le secteur automobile, qui risquent de perdre leur emploi parce que travailler sur des moteurs électriques, c'est pas du tout les mêmes compétences que travailler sur des moteurs thermiques. Donc, il faut les reconvertir, compétences, etc. Donc, oui, il faut y aller, mais je dirais, il faut le faire sans trop brusquer les choses. Et après, il y a les débats nucléaires, pas nucléaires, etc. Mais effectivement, c'est une transition qui est indispensable. Ce qui est plutôt bien, c'est que du côté des gouvernements, quels qu'ils soient, je voyais encore le Japon a décidé 430 milliards d'euros de relance, etc. Il faut relancer, mais en tous les cas, moi, clairement, je suis contre la décroissance, quoi. Voilà. Sinon, ça risque de développer, selon moi, les inégalités. Je me permets de compléter un tout petit peu. En fait, la transition qu'on vit, elle est double. Il y a la transition environnementale qu'on a à faire, et on se rend compte qu'on n'est pas en avance pour la faire. Et il y a par ailleurs une transition numérique, digitale, enfin peu importe, celle-là qu'on subit autant qu'on l'orchestre. Et je complète la question du coup aussi, si vous voulez. Dans quelle mesure on arrive à articuler les deux et à faire en sorte que la révolution digitale, qui est la grande révolution technologique du moment, permet de servir la transition environnementale? Est-ce qu'on sait articuler les deux? Non. Je crois pas. Non, on ne sait pas. Sur cette dernière question, on sait pas, on est des apprentis sorciers. Non, puis non, mais je suis... Enfin, vaut mieux être lucide, si vous voulez, vaut mieux être lucide et courageux, et puis parler des éléphants qui sont sur la table, plutôt que d'essayer de parler à travers les pattes de l'éléphant et de dire comment ça va chez toi, ton taux de croissance. Non, il y a quand même un éléphant sur la table, c'est qu'il y a des limites planétaires qu'on est en train d'enfoncer, voilà, on va le dire simplement. Et il y a pas le climat, allons-y allègrement, la biodiversité aussi, et les problèmes d'eau. Si vous regardez, alors c'est intéressant, parce que pour répondre rapidement à ta question, Colline, je dirais que pour moi, la décroissance, c'est synonyme vraiment de chaos. Si y aller, franchement, pour moi, c'est synonyme de chaos. Et ça aurait été possible si on l'avait organisé il y a 40 ans, au moment où en fait, on savait déjà tout. La croissance telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est complètement mortifère. Ça nous amène dans une impasse. Donc, il faut arrêter. Mais on est un peu en charge d'âme, c'est-à-dire que oui, on est en charge d'âme. Et voilà, comment on fait pour arrêter et pour rediriger? Donc on est dans une boucle de redirection. Et donc quand je parle de reset, c'est vraiment ça. C'est pour ça que nous on parle de post-croissance. Post-croissance, pourquoi ce mot? C'est pour dire, de toute façon, il y aura quelque chose, parce qu'en plus, l'homme, le propre de l'homme, c'est quand même toujours d'être dans l'ivris, c'est de continuer de croître. Mais il y a qu'est-ce qui doit croître, qu'est-ce qui doit décroître, qu'est-ce qui doit croître différemment, changer nos outils de navigation et changer nos boussoles, et de se dire que peut-être qu'il faut réfléchir entre croissance et rentabilité. Peut-être qu'à un certain niveau de vie ou un certain niveau de rentabilité, on vit bien, quoi. On n'a pas. Mais vous voyez toute la mémoire de forme. En même temps, c'est très récent cette espèce d'opulence dans laquelle on a vécu, mais ça a juste 80 ans, même pas, ça a 50 ans. Donc, il faut être capable de dire attention, ce moment exceptionnel de croissance, c'est juste une ligne dans l'histoire de l'humanité. Là, on est confronté à un enjeu de civilisation, et là, le mot est faible, hein, c'est de survie. Donc, attention aux limites planétaires pour continuer de croître, et en faisant l'inventaire de ce qui doit croître et croître différemment dans un espace qui est écologiquement sûr, et surtout veiller à garantir les fondamentaux sociaux, parce que moi, je vois très bien qu'on peut décarboner la planète sans se soucier le moins du monde des fondamentaux sociaux. Parce que justement, l'appel de la technologie et du forçage technologique est enivrant. Donc la post-croissance, c'est un espace socialement juste et écologiquement sûr, avec une redirection, un questionnement sur l'utilité. C'est vertigineux, mais on n'a pas d'autre choix. Et le plus rageant, c'est qu'on savait tout dans les années 70. Et moi, à titre personnel, pour ma génération, je me dis, mais quand même, que de temps perdu quand même.
parce qu'on savait tout. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 70, ça a été une décennie extraordinaire en termes de paradoxes. On a golfé sur la Lune, hein, c'est le premier message envoyé sur ARPANET, et un rapport Meadows, et le premier sommet de la Terre à Stockholm. Donc voilà, vous avez tout. Tout a été pensé, et le capitalisme est un petit peu endormi. Voilà. Je peux rebondir sur l'expression qui vient d'être dite sur... D'abord, un mot qui n'a pas été employé, c'est le mot science. Moi, je pense quand même que la science, c'est très important. Et on parle de technologie, ça fait un peu bizarre et bâtard, mais la science, à mon avis, est pleine de ressources. Alors, je ne parle pas des batteries et du thermique, j'y connais rien, mais sur l'agriculture, j'en connais un rayon. Donc, la science va apporter beaucoup de choses. Et on travaille encore une fois avec ses collègues africains ou asiatiques, on se rend compte qu'il y a des champs de développement extraordinaires grâce à la science, premièrement. Deuxièmement, vous venez de citer le premier sommet de Stockholm. C'est là où on a dit la première fois, penser global, agir local. Et je vous demande aux jeunes de faire cette approche. Penser global, agir local. Moi, je travaille là-dessus sur l'alimentation en Normandie. Eh bien, quand vous discutez de comment mieux nourrir les Normands et quand vous discutez comment nourrir le monde, c'est extrêmement intéressant. D'avoir ces deux approches, c'est pour ça que je voudrais que les jeunes partagent cet optimisme. J'ai des enfants de l'âge de nos panélistes, donc j'essaie de leur inculquer cette notion d'agir local pour penser global. Je pense que c'est un élément important. Merci. Alors, moi, je suis assez optimiste, mais comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, la transition ne se fait pas du jour au lendemain. Et je sais que quand on est jeune, on voudrait le faire tout de suite, maintenant. En revanche, si jamais on voit le tableau, on est en train de mettre des touches de couleur, c'est comme un tableau impressionniste qui va dans le bon sens. Je vais donner quelques exemples. Il y a 5 ans, la plus grosse société au monde s'appelait Exxon. Et c'était une société qui faisait du pétrole. Plus grande capitalisation boursière aux États-Unis. Elle est sortie du Dow Jones, qui est l'élément de référence aux États-Unis. Shell, qui était une société un petit peu plus en avance, hollandaise et anglaise, a dit « Notre avenir ne sera plus dans le pétrole ». Ils l'ont dit il y a à peu près 2 ou 3 ans. Total vient de dire aussi « On va sortir du pétrole ». D'ailleurs, ils ont même changé leur nom. Ça ne s'appelle plus Total, maintenant ça s'appelle Total Energy. J'étais il y a 15 jours au Portugal, avec la société numéro 1 en électricité. Ils sont déjà à 30% d'électricité renouvelable. Et leur but, c'est d'ici 2030, c'est d'ici 7 ans, être à 75%. Donc ça, c'est une touche assez exceptionnelle. Une autre touche exceptionnelle, c'est finalement ce que vous voulez. J'ai 4 enfants entre 26 et 33 ans. Aucun n'a une voiture. Aucun. Ces 4 enfants ne mangent plus de viande. Ou exceptionnellement, quand ils viennent à la maison, ils me disent « Papa, tu n'as toujours pas compris que les pelles des vaches, c'est aussi mauvais que la voiture que tu conduis. » Voilà. Et donc, ces changements de consommation que vous avez est un élément exceptionnel qui nous force aussi à nous changer. Après, il y a les entreprises. Je suis dirigeant d'entreprise. Si jamais on ne va pas là-dedans, on n'aura pas les talents. J'ai la chance de travailler dans une société qui est dans la tech, qui s'appelle Salesforce. On est régulièrement noté par nos employés comme une meilleure société au monde et dans chaque pays où on est pour lesquels les gens veulent travailler. Et pourquoi ? Parce qu'on a été créé avec le principe que l'entreprise est un élément de changement exceptionnel. Donc l'élément de changement, on le fait par rapport à notre métier, aider les gens dans la digitalisation, mais ce n'est pas ça. On va beaucoup plus loin. Non seulement, comme beaucoup de sociétés, on donne un pourcentage de nos profits pour des ONG, mais on s'investit aussi, on donne nos produits gratuitement à toutes les écoles et toutes les associations, et on va encore plus loin, on demande à tous les gens qui travaillent chez nous de travailler minimum 50 heures par an pour des ONG. Donc quand on met ces éléments, ça nous permet d'attirer des talents meilleurs. Et si jamais on arrive à attirer des talents comme ça, nos concurrents voient ce que l'on fait, ils disent « moi aussi je veux attirer les mêmes talents », qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien là, c'est la pression en entreprise qui fait que d'autres entreprises suivent ce mouvement. Et aujourd'hui, on a à peu près 10 000 entreprises qui ont signé cette charte que l'on a créée, qui s'appelle 1% des profits, 1% des produits et 1% du temps pour travailler pour les autres. Donc ce que l'on voit, c'est que ce soit en tant que client, en tant qu'employé ou en tant que financier, il y a un alignement aujourd'hui qui n'existait pas encore il y a 5 ans pour changer ce monde. Oui, ça ne va pas assez vite. Oui, tu as raison de dire on aurait dû commencer il y a 50 ans. Mais enfin, réjouissons-nous, on y est aujourd'hui.
et d'ici 15 ans, c'est vous qui dirigerez les boîtes. Et donc, vous avez 10 ans pour continuer de challenger, et après, vous aurez les manettes. Donc, voilà. Et vous nous challengez tous les jours par rapport à ce que vous consommez, par rapport à où vous allez travailler. Et dernièrement, les financiers aussi, pourquoi ils y sont allés. On parle de la lettre de BlackRock il y a 2 ou 3 ans. Larry Fink, qui est quand même le gestionnaire du plus gros fonds au monde, et il a écrit une lettre en disant « Je demande aux gens qui sont chez moi d'arrêter d'investir dans des sociétés qui ne sont pas responsables. » Donc on va dire, sur l'année, il n'y a aucun changement, parce que la société existe petit. Mais petit à petit, ces sociétés savent que si jamais on n'investit plus dedans, ils n'auront plus de moyens de se développer. Donc, soit les entreprises changent, Total Energy, soit sinon Total Energy sera à la rue d'ici quelques temps. Soit Peugeot, Renault font des voitures électriques, soit sinon ils se font bouffer par Tesla. Ils n'ont même plus le choix. Et donc, c'est en ça où ces taches de couleurs qui viennent, petit à petit, va faire un nouveau monde, une nouvelle peinture impressionniste qui, j'espère, répondra à ce que tu défends depuis 50 ans. Autre question pour challenger. Un peu moins, parce que j'étais petite encore, il y a 70. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime. Moi, je suis plutôt activiste pour la justice sociale et climatique. Et clairement, je pourrais être votre fils. Je n'ai pas de voiture. Je suis végétarien depuis déjà 5 ans. J'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion depuis déjà 5 ans aussi. Donc, on a fait beaucoup de choix qui paraissent beaucoup radicaux pour la plupart d'entre vous et qui nous semblent tout à fait justes et normaux pour notre génération. Et j'ai vraiment l'impression de discuter avec mon papa, c'est assez drôle, pour être tout à fait honnête. Ceci étant dit, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas vraiment d'optimisme qu'on a besoin aujourd'hui, c'est surtout d'action et de courage de prendre les décisions. Et ça, c'est important que vous l'entendiez aussi, je pense. Et deuxième chose, moi, je viens d'une génération où, notamment, pas la jeunesse de manière générale, mais au moins la jeunesse, ce qu'on appelle la jeunesse des grandes écoles, donc ingénieurs, école de commerce, Sciences Po, Polytechnique, etc., qui, notamment, il y a 2 ans de ça, a signé un manifeste qui s'appelle « Pour un réveil écologique », où on écrit dans ce manifeste qu'on refuse de travailler pour les grandes entreprises qui veulent nous embaucher et qui veulent nous donner les manettes dans quelques années, tant qu'il n'y aura pas un véritable changement du modèle économique de ces entreprises. Et force est de constater que moi, je n'y trouve pas ma place pour l'instant dans ce monde-là, parce que je ne vois pas de changement clair suffisamment radical, à mon sens, pour que ça change. Pour avoir une provision concrète sur laquelle on avait travaillé quand même en amont pour les questions, il y a notamment la place qu'on donne aux salariés, et j'aime pas trop le terme de collaborateurs, si je peux me permettre, donc les salariés des entreprises. Quelle place on leur donne au sein notamment des conseils d'administration. Il y a pas mal de propositions qui sont faites en ce moment sur ce qu'on appelle le bicamérisme d'entreprise, c'est-à-dire d'avoir 50% des salariés au conseil d'administration. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez pour que vous ayez un peu plus de démocratie en interne des entreprises et pas seulement de la démocratie dans la société. Je crois que Jean-Paul et moi, on va avoir une bonne discussion là-dedans. Donc, d'abord, on part du principe, la diversité apporte une meilleure décision, une qualité de la décision. Donc, au sein des conseils d'administration, oui, au sein de l'IFA, on se bat pour une plus grande diversité. Le premier combat, c'était la loi Copé-Zimmermann, qui est passée en France il y a 10 ans, qui a apporté une diversité de genre, parité, 40% minimum. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu derrière d'autres éléments exceptionnels qui sont arrivés dans les conseils d'administration. Premièrement, l'âge est tombé de 10 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'un conseil d'administration en France est 55 ans contre 65 ans aux États-Unis. Deuxièmement, historiquement, les conseils d'administration, c'était des hommes blancs, soit anciens DG, soit anciens directeurs financiers. Et maintenant, il y a une diversité de talents. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des directrices juridiques, je vois que madame dit non, mais je pourrais vous donner les chiffres. Oui. Non. Oui, attendez, je réponds. D'accord, je réponds déjà à ça. D'accord. Donc oui, la diversité fait ça et c'est bien. Deuxièmement, il y a la question des parties prenantes constitutives, c'est-à-dire les salariés dans le conseil d'administration. Déjà, sachez qu'un dirigeant d'entreprise est salarié. Il est au conseil d'administration, il est salarié. Donc là, vous faites une distinction. Donc pour les salariés, il y a déjà ce modèle-là en Allemagne, où il y a 50% des salariés qui sont au conseil de surveillance. Est-ce que c'est pour ça que les entreprises allemandes sont bien mieux gérées que les entreprises
européenne. Non, le scandale de Volkswagen en est la clé. Donc, mettre une barrière comme ça en disant que je veux que ça soit absolument 50%, je ne pense pas que ça soit la raison. En revanche, dire il en faut plus, absolument. Je me réjouis que la loi Pacte soit passée de 1 à 2. Et est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à peut-être un tiers des employés salariés? Oui, mais n'oublions pas que les salariés, c'est un des constituants de l'entreprise. Il y a aussi ceux qui apportent des finances. Si jamais il n'y a pas de finances, il n'y a pas d'entreprise. Il y a aussi des dirigeants. Et donc, chacun doit avoir sa place. Mais enfin, ça, c'est ma vision. Je suis sûr que vous aurez une autre vision. Il faut d'abord savoir que la présence de salariés dans les conseils d'administration, c'est pas si vieux que ça en France. Ça date des années 80, une loi de démocratisation du secteur public où des salariés sont élus par les salariés pour être administrateurs salariés. Et que moi, je me souviens très bien de cette époque, je ne vais pas dire qu'ils étaient très bien accueillis. Et en plus, les grandes décisions se prenaient plus dans les conseils, se prenaient à côté du conseil d'administration. Donc, je me souviens qu'ils avaient des rapports avec un numéro, un tampon, pour pas qu'ils puissent informer les salariés de ce qui s'était dit au conseil d'administration. En gros, on en avait plus d'informations dans les comités d'entreprise que dans les conseils d'administration à l'époque. Moi, je n'irai pas jusqu'à 50% obligatoirement. Mais pour une présence plus forte des salariés dans les conseils d'administration, oui. Un tiers, par exemple. Et certaines entreprises le font volontairement. D'ailleurs, on remarque, alors ça va être un peu schématique, que les entreprises où il y a non seulement c'est une question de respect finalement, globalement, où il y a une présence plus forte au conseil d'administration, où il y a un actionnariat plus fort. Ça peut monter jusqu'à 20%. Il y a de très grosses entreprises où le premier actionnaire, ce sont les salariés aujourd'hui, des leaders mondiaux, ça existe, et entreprises françaises, etc. En général, le climat social est meilleur et les résultats de l'entreprise sont meilleurs. Maintenant, ce n'est pas la panacée. Je rappelle qu'en Allemagne, vous citiez l'Allemagne, en Allemagne, ce n'est pas des conseils d'administration, c'est conseils de surveillance et directoire. Le système est différent. Et que j'aime bien mes amis allemands, j'ai aucun problème là-dessus. Mais ça va très bien dans les grandes entreprises, mais l'élément de souplesse, il s'est fait ailleurs. C'est la situation dans les PME. Et être salarié dans une PME avec des salaires de 400 € en Allemagne, ça existe. Donc, il y a eu une coupure un peu de l'économie entre les grandes entreprises où il y avait le système de Mitbestimmung. C'est pas de la cogestion d'ailleurs, c'est plus de la codécision, etc. Et l'autre secteur, en plus avec une remise en cause complète par les employeurs allemands historiquement de toutes les conventions collectives nationales. Donc vous avez en Allemagne, aujourd'hui, ça s'améliore un peu, mais vous avez des zones de non-droits sociaux qui existent dans les PME en Allemagne. En tous les cas, oui, pour une présence plus forte des salariés dans les conseils d'administration, mais pas obligatoirement à 50%. Ou alors on transforme toutes les entreprises en coopératives, mais on change de système. Pour dépasser cette même seule question en fait des 50% ou 30%, je suis frappé en tant qu'observateur, citoyen, comme peut-être d'autres, sur le fait que le monde de l'entreprise nous semble rester quand même un espace non démocratique. Ou en tout cas, on revendique dans l'ensemble des pans de la société le fait qu'on associe le plus grand nombre à la prise de décision. Ou à tout le moins, on demande au plus grand nombre son avis avant que les représentants qu'ils se sont désignés, en fait, tranchent, décident, organisent. Et est-ce qu'on n'a pas, en matière de démocratie néanmoins, Jean-Claude Mailly citait effectivement les lois de 80, est-ce qu'on n'a pas un nouveau saut démocratique à faire qui permettrait, parce que je reboucle avec la thématique du jour, qui permettrait d'avoir un système qui soit plus équitable et plus inclusif ? Vite fait, je ne sais pas si c'est une question de démocratie, c'est une question de mode de fonctionnement, un système capitaliste avec une propriété dans les entreprises, avec des actionnaires, avec des dirigeants, où on change le système. Une coopérative fonctionne avec une réelle démocratie, mais on n'est pas... la majorité des entreprises françaises ne sont pas des SCOP ou des coopératives, d'une manière ou d'une autre. Mais si déjà, dans les entreprises, les relations sociales se faisaient de manière respectueuse, des deux côtés d'ailleurs, de la table, avec, moi ce que je pense, on devrait de plus en plus aller, ce que j'appelle moi, des systèmes de co-construction. Moi je connais des entreprises en France, de grosses entreprises, où ça existe et ça fonctionne, y compris des entreprises qui ont traversé la crise sanitaire avec des réductions d'activité, et tout s'est géré par discussion entre la direction de l'entreprise et les syndicats, sans vague, avec des difficultés, puisque la crise était là. Donc c'est plus des systèmes de co-construction sur lesquels nous devrions aller.
Ce système existe déjà, c'est la SCOP. Donc, si jamais on veut créer une société totalement démocratique, elle existe, c'est la SCOP. Si jamais on veut en créer avec une démocratie partielle, c'est les mutuelles, qui est un autre modèle. Puis après, il y a un autre modèle qui est le modèle dans lequel il y a des actionnaires qui détiennent. Donc, on peut très très bien le créer. Voilà. On voit aujourd'hui que le modèle dans lequel il y a un dirigeant qui décide pour une entité marche mieux et plus efficace et crée plus de valeur. Voilà. Mais vous savez, c'est comme une famille. Est-ce qu'une famille est démocratique? J'ai 4 enfants. Quand mes enfants avaient 12 ans, je leur disais qu'est-ce qu'on mange à midi, je ne demandais pas à chacun ce qu'il voulait. À un moment, je décidais, ou mon épouse décidait. Vos salariés sont majeurs et un espace de production n'est pas exactement en fait un espace familial. Non, mais je dis c'est la même chose. Mais ce système existe, les scopes existent. Comment? Je disais c'était mon épouse ou moi. Madame, je dis c'était mon épouse ou moi. Mais ce système donc démocratique existe dans l'entreprise, c'est les scopes. Oui, les entreprises à mission, allez-y. Non, un petit mot, parce qu'effectivement, ça existe beaucoup dans le milieu agricole. Les coopératives agricoles sont maîtresses de beaucoup de filières. Et donc, c'est un système qui fonctionne bien, même si, quand elles sont trop grosses, ça devient trop gros. Et à ce moment-là, on retombe dans des systèmes plus autoritaires de direction. Je crois que ça dépend de la taille des entreprises. Hein, parce que quand on est une start-up, faire de la démocratie participative forte, c'est souvent une évidence parce qu'on est salariés et collaborateurs. Mais effectivement, c'est à mon avis très différent de faire ce genre d'approche. Et je suis persuadé, les coopératives agricoles sont un modèle de ce qu'on peut faire en matière de qualité de démocratie dans une société importante. Hein. Vous prenez les plus grosses sociétés de viande ou de lait, ce sont des coopératives. Donc, juste pour évoquer le modèle des entreprises à mission et de la loi Pacte, on l'a un tout petit peu survolé. Il y a eu quand même un petit tremblement de terre parce qu'il y a eu... la loi Pacte a introduit quand même un changement. On a enjambé 2 siècles. Hein. On est passé de Napoléon à Greta Thunberg parce qu'il y a eu la modification de l'article 1833 du Code civil. C'est-à-dire le Code civil, il s'applique à tous. Hein, c'est le droit positif dans la définition même de la société, c'est-à-dire de l'entreprise. Donc Napoléon, c'était 1804. Toute société doit avoir un objet social licite et être géré dans l'intérêt commun des associés. Donc pas bavard, très bien. C'était en fait pour montrer qu'il y avait une solidarité dans les bons et les mauvais moments. Hein. Donc on partageait les bénéfices et les risques, etc. Et là, 2019, cet article-là a bougé, est devenu toute entreprise doit avoir un objet social licite. Très intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est un objet social licite en 2019. Très bonne question, mais je ne l'aborderai pas. Et doit être géré en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux et dans l'intérêt social et non plus uniquement dans l'intérêt commun des associés. Donc on voit finalement quoi? C'est que le droit a répondu aux attentes de la société et que c'est cette personne morale qui est l'entreprise dont finalement les fondateurs, les actionnaires sont aussi dans une position de, même s'ils n'en ont rien à faire de l'environnement, de la planète, de leur prochain, ce qui est le droit le plus strict, hein, ils doivent quand même prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc on voit que là, il y a une bifurcation qui est assez forte. On est quasiment les derniers pays en Europe à avoir fait ça, parce que même les Allemands, les Néerlandais, les Anglais avaient déjà changé leur Liberal Act ou tous les codes afférents. Mais là où l'entreprise à mission dans la loi Pacte, l'entreprise à mission introduit un double contrôle avec un comité de mission qui, lui, fait rentrer les parties prenantes. Ça va encore plus loin. C'est-à-dire ce comité de mission, il doit avoir au minimum un salarié, un collaborateur. Donc, désolé, le législateur dit un collaborateur. Hein. Donc, si vous aviez été à la manœuvre, ils auraient dit un salarié. Et c'est surtout que ce comité de mission, il introduit des personnes de qualité par rapport à la raison d'être de l'entreprise, à la mission de l'entreprise. Donc, si c'est avec une majeure dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'énergie, etc. Donc, des personnes qualifiées indépendantes. Donc, des collaborateurs, des salariés, des personnes qualifiées indépendantes. Et les dirigeants sont invités, mais ne sont pas membres. Donc ça introduit une gouvernance beaucoup plus horizontale, beaucoup plus diversifiée. Alors c'est le tout début, je sais pas si ça va décoller ou pas, mais en tous les cas c'est très intéressant parce que ça introduit une nouveauté, une innovation juridique dans la gouvernance des entreprises, par plus d'ouverture à la société civile et plus de diversité dans les profils. Et ce comité de mission, il est responsable, il est garant de l'évaluation de la mission par un organisme tiers indépendant, donc c'est pas rien.
derrière, il y a quand même une notion de redevabilité, de transparence. Juste pour prolonger là-dessus, on manque effectivement de recul par rapport à la loi Pacte et à ce statut d'entreprise à mission. On a le sentiment, quand on est spectateur, que peu d'entreprises ou peu de grosses entreprises à impact et à effet d'entraînement se sont pour l'instant engagées dans cette dynamique. Oui, parce que tout simplement, l'entreprise à mission, c'est quand même un mode d'engagement. Alors, on va pas dire politique, mais c'est clairement de dire, voilà, je veux vraiment contribuer à la marche du monde et je veux vraiment apporter une solution. Donc, ça veut dire que je vais renoncer dans mon modèle économique à ce que je considère comme étant inopérant, obsolète, voire toxique, et je vais rediriger mes ressources et mes moyens pour une contribution et dans laquelle eh bien, je pars un peu en terre inconnue parce que peut-être que les technologies sont pas matures, peut-être que le marché ne m'attend pas, peut-être que donc il y a aussi un pari vers l'avenir, mais ce sont des entrepreneurs, des entrepreneuses qui veulent complètement être du côté de l'impact, de la contribution et de l'utilité. Donc pour les grosses entreprises qui, vous savez, un super tanker pour qu'il tourne, il faut qu'ils s'y prennent très 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 longtemps à l'avance. C'est beaucoup plus facile pour les petits bateaux ou pour ceux qui sont construits by design. Mais pour les très grosses structures qui vivent sur une rente, dont d'ailleurs on peut se poser légitimement la pertinence. Enfin, il y a quand même toujours des clients qui achètent leurs produits, donc ils peuvent encore continuer, mais ces entreprises-là, c'est juste vertigineux le pas qui reste à faire. Donc, on comprend que les entreprises à mission, c'est plus des petites entreprises agiles et mobiles que des grands dinosaures qui ont à opérer une mue avec des conséquences sociales juste monstrueuses. Avant de donner la parole à la salle, Denis, votre regard là-dessus, puisque vous êtes le représentant des administrateurs, sur cette bascule potentielle ou pas dans ce mouvement des entreprises à mission. Ces entreprises à mission répondent à un besoin de certains entrepreneurs qui veulent avoir un type d'entreprise. En revanche, quand j'entends que l'ensemble des entreprises devraient basculer là-dessus, pour moi, ça n'avait pas de sens. L'ensemble des entreprises ne sont pas des SCOP, ne sont pas des mutuelles, ne sont pas des SARL, voilà, donc ne sont pas des coopératives. Donc ce qui est très très bien, c'est que cette loi a permis de créer ce type d'entreprise que l'on ne pouvait pas créer avant. Parce que historiquement, si jamais on crée une entreprise et qu'on donnait une partie de ce profit pour faire du bien en dehors de l'entreprise, c'était de l'ABS. C'était de l'ABS. Alors, beaucoup de dirigeants le faisaient. Aucun dirigeant n'a été pris en justice parce qu'il a donné une certaine partie de son profit pour une école, un club de foot ou autre. Mais c'était contre la loi, contre le code civil. Alors, si je peux me permettre, c'est pas que de donner c'est pas de la philanthropie, l'entreprise à mission. Hein. C'est de dire, par exemple, moi, je suis dans l'énergie photovoltaïque et je vais le faire comme ça. Et c'est tout mon modèle économique qui va faire que je vais faire un effort d'innovation particulier. Vous avez parfaitement raison, l'innovation est chevillée au corps des entreprises à mission. Et c'est vraiment rentrer la contribution dans le modèle économique. Et alors, certaines, vous avez raison, font les deux. Elles rentrent la contribution dans le modèle économique, donc adoptent une autre forme de croissance et de rentabilité, qui est parfois moindre, parce qu'il faut beaucoup investir, et elles redonnent à leur communauté sous forme parfois d'actions philanthropiques. Mais attention, l'entreprise à mission, c'est d'abord by design, comme on dit. Hein. C'est une transformation radicale du modèle économique dans lequel on va directement rechercher une utilité. C'est-à-dire qu'on va arrêter de faire du Made in China qui ne sert à rien et on va refaire en sorte que les chaînes de valeur se mettent en France ou financer telle formation, etc. Donc c'est très intéressant, mais pour l'instant c'est tout petit et on va voir ce que ça va donner. Mais vous avez raison, toutes les entreprises ne peuvent pas devenir des entreprises à mission, mais toutes les entreprises peuvent tout à fait contrôler leurs critères ESG. Toutes les entreprises sont des agents économiques qui doivent devenir responsables à l'heure où on est face à un changement climatique et d'autres formes de dérèglement qui sont majeures. Donc mobilisation générale, et celles qui, de par leur singularité, feront une ascension plus radicale, peut-être ouvriront d'autres chemins, d'autres voies. On va donner la parole à la salle. Le maître du temps que je suis transmet la parole à la salle et puis on reviendra si on a du rab. Il y a des micros qui se baladent, comment ça marche? Oui, mais la salle réclame la parole. Oui, bonjour. J'ai une question sur les modèles économiques. Est-ce que vous pensez que le libéralisme est compatible avec le développement de l'ESG ?
le voit bien dans le domaine de l'énergie. Alors. On peut prendre une deuxième question tout de suite, si vous voulez, comme ça, il y aura des... Levez bien la main. Oui, bonsoir. J'avais une question sur la concentration du capitalisme par rapport à 10 à 20 personnes ou des sociétés comme les GAFA qui détiennent la moitié de la richesse aux États-Unis. Et vous avez là actuellement 4 millions de personnes qui ont démissionné aux États-Unis ces derniers temps. Donc, est-ce que c'est peut-être le début de la fin ou il faut peut-être changer tout simplement tout le système? Voilà, c'est ma question. Je veux bien essayer de répondre. Oui, il y a une main là-bas. Oui. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle libéralisme. Si c'est le libéralisme, alors si on parle du libéralisme de type économique, ce qu'on appelle le libéralisme économique, voire l'ultralibéralisme ou le néolibéralisme, peu importe la formule, non, c'est compliqué. Il peut y avoir une contradiction entre néolibéralisme et ESG, mais moi je pense que, enfin bon, il y a à la fois ce qu'on peut traiter au niveau. L'une des difficultés aujourd'hui, nonobstant tout ce qu'on a dit, c'est également comment on s'organise au niveau européen, comment on fait poids au niveau mondial si l'on veut peser. C'est pas la France toute seule qui va révolutionner le système, quand même, si elle peut jouer un rôle. Et on voit très bien que, moi je suis européen, il n'y a aucune ambiguïté, mais que l'Europe aujourd'hui face aux États-Unis, face au Japon, c'est un nain sur le plan économique. Et si l'on veut effectivement, y compris sur ces questions-là, peser, c'est y compris, il y a des choses qui se font au niveau européen. Il y a la directive qui est en préparation, qui va dans le bon sens. La France devrait, normalement, lors de la présidence d'ici le début de l'année prochaine, mettre l'accent là-dessus. Mais moi, je considère, et j'arrête là, que le libéralisme économique, il s'est passé quelque chose dans les années 80, la fin du système soviétique, l'effondrement du système soviétique. Et moi, je l'ai combattu, donc je n'ai pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Mais du côté du monde occidental, on s'est dit, ça y est, il n'y a pas d'autre modèle, tout est permis. Et donc, ça générait un déséquilibre profond. Et on a eu, ce que je dis tout à l'heure, les années 80, Reagan, Thatcher, après chez nous, l'école de Chicago, etc. Et là, on est, ce que je disais, je pense, je peux me tromper, le cas je le souhaite, qu'on est en train progressivement le balancier est en train de bouger, quoi. Hein, bon, maintenant, comme toujours, il faut se battre pour que ça bouge réellement. Et sur ce que vous disiez sur les concentrations, juste un point, oui. Juste un point, vous savez, on dit toujours que les arbres ne montent pas au ciel. Et quand on voit, c'est une conviction personnelle, quand on voit le niveau atteint par les bourses financières aujourd'hui, ça veut dire qu'à un moment, comme toute bulle, ça éclate. Une réponse plus rapide sur libéralisme et ESG, non dans l'état actuel des choses, mais c'est pas impossible, parce que c'est une discussion, c'est à la fois une réglementation et une discussion d'actionnaires. Je donne un exemple très précis. Vous avez le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, c'est après le Rana Plaza évoqué par Jean-Claude. Bon, vous le connaissez, ce sujet-là. Donc, on dit attention, vous êtes responsable sur vos fournisseurs, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est un cadre très contraignant, d'ailleurs, et beaucoup d'entrepreneurs ont hurlé, mais ça, c'est pas le sujet. Et bon, ça, donc c'est l'État qui fait son job. Il y a des conseils d'administration où on peut tout à fait arbitrer. Et ça, c'est vraiment en conscience de se dire, mais c'est la rentabilité qu'on accepte. Mais c'est vraiment une discussion de très grande maturité, de dire, mais c'est quoi notre valeur? Comment est-ce qu'on crée d'autres territoires de création de valeur et comment on partage cette valeur? Et c'est une discussion, encore une fois, de conseil d'administration et si possible de conseil d'administration élargi à des consultations larges de parties prenantes. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des arbitrages parfois dans certaines boîtes qui sont très forts, qui vont très, très fort. Et la radicalité du critère ESG, elle est toujours mise en regard avec la création de valeur financière. Ces discussions-là qui n'existaient pas avant, vraiment elles n'existaient pas, parce que je le sais, eh bien, aujourd'hui, elles sont de plus en plus fréquentes. Donc maintenant, la radicalité, le niveau de soutenabilité qu'on veut mettre, ça dépend encore une fois de la réglementation, du marché, des consommateurs. Voilà, c'est un jeu de contraintes qui est en train de se mettre en mouvement. Mais c'est vrai que pendant 15 ans, la plasticité du capitalisme a été telle que tous ces critères ESG ont été complètement vitrifiés dans une sorte de green et de social washing qui était insupportable.
Voilà, il faut dire les choses. Et maintenant, on en sort. On sort de la vitrification. Voilà. Mais que de temps perdu encore. Est-ce qu'il y a encore des mains qui se lèvent, monsieur? Je peux vous donner mon micro si vous voulez. Ah pardon. Ah oui, j'avais une remarque à faire sur l'évolution de la population entre 70 et 2021. La population mondiale a doublé. Et donc l'impact environnemental, il n'est pas seulement le fait de la production industrielle ou agricole et du mode de pêche. Comment est-ce qu'on envisage au moins une stabilisation, un retour en arrière? Parce que doubler la population tous les 50 ans, ça me paraît aller dans le mur. Et toutes ces discussions qui sont intéressantes sur le monde de l'entreprise et sur le rôle des politiques et des entreprises et des réseaux sociaux, ça me paraît un peu décalé par rapport à l'évolution de la population mondiale. L'autre aspect, pardon, je termine, c'est sur ce que je constate depuis 20 ans, c'est la désertification des régions en France, mais c'est valable, je pense, dans toute l'Europe. Et il y a des villes qui meurent au profit de quelques grandes villes, quelques grandes agglomérations urbaines. Et ça, c'est un facteur de déséquilibre environnemental et social. Merci. Pardon? Oui, allez-y, Jacques, si vous avez... Non, mais cette question de la démographie mondiale, c'est effectivement une préoccupation majeure. Hein. Les courbes démographiques, alors il y a des démographes dans la salle tout à l'heure, mais ils sont partis. Ils ne sont pas d'accord sur l'évolution, le doublement de la population actuelle n'est pas du tout certain. C'est même plutôt l'inverse qu'on prévoit. Il reste que quelques zones du monde où la natalité est extrêmement forte. Et l'Afrique en fait partie. C'est peut-être le moment pour moi de dire mon militantisme pour un rapprochement de l'Europe et de l'Afrique, avec la Méditerranée. On a parlé des GAFA, tout ça c'est bien loin. Les Américains s'intéressent au Pacifique, la Chine aussi. Et nous, absolument, je crois qu'il est très important, la France, avec l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique, on doit travailler de concert. L'Afrique est absolument le continent d'avenir. Alors s'il y a de la démographie qui est galopante, il y a aussi des espaces de culture qui sont les uniques au monde, hein, et les Chinois se précipitent d'ailleurs dessus. Donc je suis, un petit message général à tout le monde, je suis vraiment un militant fort du rapprochement de l'Europe, de l'Afrique avec la Méditerranée au milieu, je pense au Moyen-Orient, où on doit sauver notre peau, entre guillemets, face aux Chinois, aux Américains. Ils ne vont pas faire de cadeaux. Hein. Les GAFA ne vont pas dire la bibliothèque Mazarine, on a dit que ce n'était pas bien. Ah non, on va s'arrêter. Pas du tout. Hein. Vous connaissez les Américains, sûrement comme moi. Donc voilà, je suis ce militant-là. Sur la démographie, je suis moins pessimiste que vous, parce qu'effectivement, les courbes peuvent s'inverser assez rapidement. On a vu dans certains pays, le Maghreb par exemple, les courbes démographiques commencent à s'effondrer. Hein. Alors c'est encore faux au Sahel en particulier pour des raisons surtout économiques. Et je suis aussi un militant pour trouver des solutions locales. Mais je suis moins pessimiste que vous sur la démographie. Même si, à l'évidence, c'est le facteur numéro 1 de l'aggravation du règlement climatique. Ça me semble une évidence. Sur la métropolisation. Oui. Oui, c'est effectivement. Enfin, c'est pas qu'un problème franco-français d'ailleurs, mais on a ce problème en France où des zones de désertification et rassemblement, y compris des principales activités économiques, autour des métropoles. Il y a une réponse à ça. Ça s'appelle l'aménagement du territoire, à condition que les pouvoirs publics continuent à en faire. Dans tout cela, quelle est l'importance de la fiscalité en France, en Europe et dans le monde? Est-ce que c'est un élément qui mérite au moins une attention, non pas particulière, mais au moins une attention générale? Tout à fait. Enfin, de ce point de vue, ce que viennent décider les États dans le cadre de l'OCDE, avec un impôt minimal de 15%, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même une première étape qu'il faut souligner. Enfin, c'est toute la lutte contre les paradis fiscaux, contre au-delà de ce qui est illégal. Je rappelle aussi que dans tous les systèmes fiscaux, y compris chez nous, y compris chez nos voisins, il y a des procédures d'optimisation fiscale légales, mais qui permettent d'échapper à l'impôt, que ce soit pour les entreprises, elles sont dans la légalité. Enfin, quand vous avez des PME qui payent 28% d'impôt sur les sociétés et de grosses entreprises qui payent 8%, c'est pas normal. Or, la fiscalité, pour qu'elle soit consentie tant par les citoyens
que par les entreprises, il faut qu'elles soient justes et équitables. Tout le monde est d'accord pour payer de l'impôt à condition qu'il ait le sentiment qu'il est logé à la même enseigne que les autres. Or, ce que n'est plus le cas, pas simplement chez nous, mais dans beaucoup de pays. Ça veut dire qu'il faut retravailler sur l'ensemble de la fiscalité, à la fois au niveau national, c'est vrai, mais également au niveau international. Non, je suis entièrement d'accord. C'est un outil majeur de contrôle de tout ça. La difficulté, c'est aussi le contrôle de cette fiscalité, parce que si en France, on a des inspecteurs des impôts vigilants, il y a beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Pas du tout. Et donc, on a des dérives extraordinaires. Il suffit de voir ce qui se passe au Moyen-Orient ou dans le Maghreb pour dire que, voilà, on met des fiscalités immobilières en place et que ça ne marche pas du tout. Et que vous avez une explosion des grandes villes qui est absolument incontrôlable, quoi. Et pourtant, les régulations existent, mais elle n'est pas mise en application. Je ne veux pas faire un dessin, c'est assez facile à comprendre. C'est-à-dire que dans l'ESG, le critère G, c'est le plus important, parce qu'il ne peut pas y avoir de E et de S s'il n'y a pas de G. Et dans le G, la question de la fiscalité et de la corruption sont des questions majeures. Et il ne faut pas oublier, et commencer souvent par là, commencer par balayer là, déjà. Mais petit problème de transparence. Bonsoir, merci. Merci pour ces échanges. Moi, j'étais un peu déçue. Enfin, pardon, mais en fait, c'est que face aux questions qui ont été posées, qui étaient assez radicales, et qui moi, je me retrouvais dans ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est pour revenir sur la question de monsieur aussi. Pour moi, le capitalisme est foncièrement, intrinsèquement injuste. Et donc, est-ce que... donc vous en avez un petit peu parlé, mais pour moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment construire un capitalisme équitable? Parce que le capitalisme, c'est quand même une histoire de pouvoir, une histoire de qui aura le plus de richesse. Et donc, on a beaucoup parlé d'environnement, mais pas beaucoup de social et pas beaucoup d'injustice sociale. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, est-ce qu'il ne faut pas changer? Enfin, il ne faut pas arrêter le capitalisme tout court, qui est voilà, injuste par essence. Merci. C'est un peu long, désolé. Non, c'était pas trop long. Y a-t-il des choses à sauver dans le capitalisme ou effectivement faut-il... Le mode de fonctionnement du système capitaliste est effectivement un système, s'il n'est pas contrôlé, s'il n'a pas de contre-pouvoir, qui est un système qui va être injuste. Je rappelle une célèbre formule, accumuler, c'est la loi des prophètes. Hein. Donc, ceci étant, pour le moment, tous les systèmes autres qui ont essayé de se développer ne peuvent pas dire qu'ils aient eu beaucoup de succès. Et je ne suis pas pro-capitaliste, hein, que les choses soient claires. Donc je pense que, comme la vie, hein, tout est question de rapport de force. Hein, donc à un moment donné, un système existe, et il faut... Alors après, on peut être révolutionnaire, réformiste, chacun ses choix, mais on peut le modifier. Hein, si l'on se bat pour le faire modifier, s'il y a des contre-pouvoirs, s'il y a de toutes sortes, hein, s'il y a des contrepoids, et je pense que ce système peut être modifié. Après, est-ce que demain, il y aura un autre système? Moi, ça ne me gêne pas. Le problème, c'est de le définir. C'est ça. Aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'autres systèmes qui a prouvé qu'ils pouvaient créer autant de valeur à être partagées. Donc le point n'est pas d'être pour ou contre le capitalisme. Le capitalisme crée de la valeur. Après, c'est comment cette valeur est partagée. Et ça, c'est soit l'entreprise s'en saisit elle-même, l'ESG, soit sinon l'État vient, taxe, pour redistribuer derrière. Voilà. Donc après, tout est une question d'équilibre et de ce que l'État décide qu'il est bien de taxer. En France, on est dans un pays dans lequel les Français élisent des gouvernements qui disent qu'il faut taxer fort pour redistribuer beaucoup. C'est une conception d'une société. On va aux États-Unis ou en Angleterre, on est dans une autre conception d'une société. Et là, alors après, on va aller dire notre conception est meilleure que la vôtre. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Les Américains, sur lesquels on les a taquinés tout à l'heure, ont une autre conception de la société. Parce que leur valeur fondamentale n'est pas l'équité, mais l'individualisme. Nous sommes dans un pays dans lequel notre valeur fondamentale est l'équité et l'altérité. Aux États-Unis, la valeur fondamentale n'est pas là, c'est l'individualisme.
Et donc, si jamais il y avait un président français qui allait aux États-Unis en disant « Oh là là, il faut taxer tout », il dirait « Mais on repart, ce n'est pas ce qu'on veut chez nous ». Et d'ailleurs, on taquine, on a beaucoup taquiné les hommes politiques ou les femmes politiques aux États-Unis, mais ils ont généralement même plus de taux d'acceptation que ont nos présidents à nous aussi. Donc, attention de ne pas appliquer au monde ce qui répond à nos valeurs. Alors, je suis très très fier d'être français, fier d'être européen, fier d'avoir cette équité dans ce que l'on défend, et à nous d'élire des dirigeants politiques qui vont mettre le curseur où il semble être bon pour, un, créer de la valeur et deux, la redistribuer. Oui, un petit mot. J'étais très content de vous entendre, madame, parce qu'en mai 68, j'ai eu le même discours. C'était pas très loin d'ici, c'était sur les barricades. Donc j'avais exactement le même discours. Donc effectivement, j'ai 50 ans d'expérience et je me rends compte qu'effectivement, il n'y a pas que beaucoup d'autres systèmes qui marchent mieux. Enfin, et le capitalisme a des vertus et je redéfends ce système d'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'est absolument génial, quoi. Qu'on puisse se donner les moyens de faire quelque chose dont on a envie me paraît une liberté extraordinaire. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut absolument se contrôler, ce capitalisme. Et c'est ce qu'on essaie de faire cet après-midi. Il y a des systèmes de contrôle, des systèmes de gouvernance qui font qu'on doit pouvoir faire un capitalisme vertueux. Je ne sais pas si je vous ai compris, mais en tout cas, je le vois comme ça, parce que effectivement, en mai 68, je voulais aussi tout bousiller. Geneviève, vous êtes réformiste ou révolutionnaire? Moi, je suis cheval de Troie. Moi, je suis cheval de Troie, c'est-à-dire que j'ai essayé la voie du cheval de Troie quand j'ai créé une agence de notation extra-FI, c'est-à-dire je toque à votre porte, mais comme je viens de la part des investisseurs et des actionnaires qui sont la seule partie prenante que vous ne pouvez pas mettre dehors, je rentre. Et une fois que je suis dedans, je pose des questions qui sont sociales, environnementales, de gouvernance. Voilà. Et ils ne peuvent toujours pas me mettre dehors parce que je viens de la part de l'actionnaire et de l'investisseur. Et ça marche. Et ça marche, mais alors, ça marche trop lentement. Mais voilà, donc c'est pas une boutade, c'est pas qu'une boutade ce que je veux dire, c'est qu'en fait il y a des courants extrêmement forts qui traversent le capitalisme. Je crois qu'au fond derrière ces courants, il y a quand même, on revient à la nature humaine. Hein. Donc il faudrait aussi changer la nature humaine, comme dirait Romain Gary. Il faudrait tous les matins une petite pilule d'humanité, puis on serait un petit peu plus intelligent et on va dire hospitalier les uns vers les autres. Mais au fond, la question centrale, c'est les contre-pouvoirs et c'est les conditions de création et de partage de la valeur dans un siècle qui est le siècle de tous les dangers. Moi, surtout, moi c'est pas tellement le capitalisme en soi qui me met hors de moi, c'est de me dire, mais à quel moment on va entendre que c'est un enjeu de civilisation et que normalement l'instinct de survie doit être activé par tout le monde. Et non, et comme dit Nicolas Hulot, on continue de dîner et d'écouter de la musique en première classe sur le Titanic. Et donc, c'est plutôt moi ça qui m'interpelle en me disant, mais il n'y a pas là quelque chose qui ne va pas, quoi. Et dans le capitalisme, il est au service d'un projet de civilisation. Et c'est à nous d'en faire en sorte qu'on revoie fondamentalement nos modes de consommation, de production, de création et de partage de la valeur. Ça a l'air titanesque. Mais si on le repense bien, le capitalisme n'est pas forcément le mauvais vecteur. Pas forcément. Encore faut-il travailler sur la cupidité et l'accumulation. Alors, ça, c'est philosophique. Hein. Justement, je suis un maître du temps extrêmement rigoureux et nous sommes à l'heure de la conclusion. Une dernière question toute simple ou pas, je ne sais pas, mais donc on est à quelques mois d'une élection présidentielle en France. Vous, président ou vous, présidente de la République dans 6 mois, quelle serait selon vous, en fait, la mesure qu'il faudrait prendre prioritairement pour nous faire avancer de façon accélérée et efficace vers un capitalisme qui serait plus inclusif et plus équitable? Alors, vous n'êtes pas candidat, ça ne m'a pas échappé, en tout cas pas à ce stade, mais commencez à vous préparer, le temps passe. Ni à ce stade, ni à l'après-stade non plus. Hein, faut pas... Non, écoutez, si on est sur la France, il y aurait l'Europe, il y aurait tout ça, si on est sur la France, réinstaurer une relation de respect entre les interlocuteurs sociaux et le pouvoir public, premier élément, et faire quelque chose du genre Conseil national de la reconstruction, sur le modèle revisité de ce qui s'était fait après la guerre, pour dégager les grandes orientations, les quelques priorités, et que tout le monde se mette au boulot derrière. 2 mesures. Investir fortement dans les technologies de rupture. Aujourd'hui, je ne pense pas que la France investisse aussi fort dans ces technologies pour créer le monde de demain dont on parle tout à l'heure. Et deuxièmement, investir dans des formations de reconversion. Le plan de relance tel qu'il a été présenté récemment par le gouvernement, avec des moyens considérables, ne vous paraît pas répondre, être à échelle en tout cas, des enjeux que vous identifiez? Pas assez.
Pas assez. Et cette éducation dont on a besoin pour rentrer dans le monde de demain, aujourd'hui, on y est encore très très loin. Pardon, question complémentaire, question bonus. Certains pays vous paraissent être très en avance sur ce sujet-là par rapport à la France ? Bien, on les a taquinés tout à l'heure, mais les États-Unis ont investi dans énormément de technologies de rupture et en avance sur nous. Donc là aussi, on est derrière technologiquement par rapport aux États-Unis. Geneviève, vous, présidente de la République ? Moi, présidente, j'investirais dans l'éducation, la science. Je dirais plus que la technologie de rupture, la science. Je trouve que parce qu'on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, vraiment un gros enjeu d'éducation et d'améliorer nos compétences scientifiques et nos connaissances scientifiques. Et puis après, on est dans un pays qui est déjà tellement redistributif, j'ai envie de dire, mais essayons d'améliorer cette redistribution et surtout élargissons le droit de vote à 16 ans. Voilà. Mais vraiment, je le pense, hein, à 16 ans. C'est pas de mal la veille, mais je vais donner deux choses, deux éléments. Je parlais de l'Afrique, de rapprochement Europe-Afrique. Ça me semble vraiment une politique majeure qu'on doit pour tout un tas de sujets. Hein. Et là, bien sûr, je partage l'avis sur le développement de la science. Un point tout à fait particulier, mais qui rejoint nos discussions sur le capitalisme et le contrôle de ce capitalisme. C'est pour moi la faiblesse des échanges entre le secteur privé et le secteur public en France. J'ai eu la chance d'être des deux côtés de la barrière. Il y a vraiment une barrière entre ces gens-là. C'est une généralité, mais je l'ai constaté, le raisonnement des gens, des entrepreneurs, ne sont pas du tout les mêmes que des hauts fonctionnaires. Et je trouve ça dommage. J'ai essayé dans ma carrière de faire des passerelles un peu plus importantes, qui sont très larges dans d'autres pays du monde, mais en France, c'est très segmenté. Hein, on travaille en silo. Et c'est dommage parce qu'effectivement, l'esprit d'entreprise n'est pas compris des gens de la fonction publique, et inversement, les entrepreneurs ne sont peut-être pas assez au courant et assez attentifs à ce que pourrait demander l'État, et c'est son rôle de régulateur de l'économie capitaliste, même si on pense qu'elle a des limites. Pour répondre à votre question sur qu'est-ce que... Pour répondre à votre question sur qu'est-ce que je ferai, je créerai un ministère du vivant. Et ceci inclut dans ma pensée à la fois l'arbre, à la fois le petit veau et à la fois, si vous voulez, ceux qui ne sont pas représentés encore dans notre État. Ok, et on imagine que vous êtes candidat et éventuellement à l'occupation de ce ministère. Donc de la science, pardon. Si je dirais le mot de la fin pour reprendre ça, je dirais, est-ce que moi, présidente ou président, est-ce qu'on va être de bons ancêtres ? Je posais juste cette question-là. Est-ce qu'on va être de bons ancêtres ? Grosse pression. Grosse pression. En tout cas, nous aurons été des ancêtres ponctuels. Merci à tous pour avoir respecté le timing et l'esprit de cette... Merci.